Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à notre webinaire Comment Michelin accélère l'adoption de l'IA au sein de ses usines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme profondément l'industrie. Et Michelin, leader mondial de la fabrication de pneus, est à l'avant-garde de cette révolution. Avec mes invités, Mathieu Lenné et Jérémy Oléon, nous allons vous expliquer comment Michelin utilise la plateforme Dataiku pour intégrer des solutions d'IA dans ses processus de fabrication, optimiser ses opérations et prendre des décisions plus éclairées. Nous allons présenter des cas concrets, des bonnes pratiques et des idées sur la manière dont Michelin surmonte les défis et maximise les bénéfices de l'IA dans ses usines. Pour commencer, présentons les speakers. Mathieu Lenné. Bonjour tout le monde, Mathieu Henné, ça fait 14 ans que j'ai la chance de travailler dans le groupe Michelin et je suis maintenant manager au sein de l'innovation côté Industrie 4.0. Merci pour l'invitation Pierre. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir rejoints. Jérémy. Bonjour à tous, c'est Jérémy Oléon, je suis senior manager en manufacturing chez Accenture depuis maintenant 12 ans et ça fait plusieurs années que j'accompagne Michelin autour de ces challenges autour de manufacturing. Merci Mathieu, merci Jérémy. Et enfin, donc, Pierre Goutard, je suis directeur des solutions pour le secteur de l'industrie et de l'énergie chez Dataiku. Depuis 4 ans, j'accompagne les grands clients industriels de Dataiku à développer des solutions en tirant parti de la data, de l'IA et de la générative AI pour transformer les processus industriels. Aujourd'hui, notre agenda va être le suivant. Donc, je vais commencer par une courte introduction de Dataiku, notre plateforme universelle de l'IA. Puis Mathieu donnera la vision de Michelin pour transformer le manufacturing avec les outils digitaux. Et enfin, Jérémy et Mathieu donneront les bonnes pratiques pour un passage à l'échelle de l'IA pour transformer l'industrie. Et n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. On répondra à ces questions à la fin de la présentation. Et nous avons Aurore qui est dans le backstage, qui fait la modératrice. Alors, pour commencer, donc Dataiku est une entreprise pionnière dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la science des données. Fondée en 2013, elle a pour mission de démocratiser l'usage de l'IA dans les entreprises, en rendant la data et l'IA accessibles à tout le monde. Dataiku a été fondée par 4 ingénieurs français et aujourd'hui nous sommes plus de 1200 employés à travers le monde, avec notre équipe de R&D basée à Paris, composée de plus de 350 ingénieurs. Dataiku s'intègre avec l'ensemble des leaders du cloud, que sont AWS, Google, Microsoft, Databricks et Snowflake. Et Dataiku a été reconnu comme un des leaders dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les plateformes Data Science et Machine Learning. C'est la 3e fois que Dataiku est dans ce classement et considéré comme un leader du Magic Quadrant de Gartner. Nous avons aujourd'hui plus de 700 clients dans toute industrie, dont 200 des 2000 plus grandes entreprises mondiales, selon Forbes, et 60% du CAC 40. Des clients dans toute une industrie, aujourd'hui Michelin, mais nous avons également des très beaux logos, comme vous pouvez le voir, dans l'automobile, l'aérospatial, le semi-conducteur, la chimie, l'électricité, le pétrole, les mines, la pharmaceutique et bien d'autres. Que propose Dataiku? Notre plateforme, Dataiku, elle permet de répondre à 4 grands enjeux d'entreprise. Le premier point, c'est unir les utilisateurs autour d'une seule plateforme. Dès le départ, nos fondateurs ont pensé à la nécessité de simplifier et de démocratiser l'usage de la data et de l'IA au plus grand nombre d'utilisateurs. En effet, vos compétences dans vos entreprises, en engineering, en production, en recherche, en supply chain, en finance, doivent être valorisées et combinées avec vos compétences en data et en IA. Les capacités low-code, high-code, no-code de la plateforme doivent permettre à des constructeurs et des consommateurs, des codeurs et des clickers qui travaillent autour de la data et de l'IA, de bénéficier des résultats. Deuxième point, unir les données. Les données aujourd'hui sont variées. Excel, Word, des PDF, des données time series, des images, et elles peuvent être stockées dans le cloud, dans des bases de données ou en local. Grâce à Dataiku, vous allez pouvoir donner accès à toutes vos données, peu importe où elles sont stockées, et utilisant le moteur de calcul, là où elles se trouvent, tout cela en sécurité, sans que vous ayez à les déplacer et à les rationaliser. Troisième point, un processus de gouvernance unifié. Toutes les étapes liées au cycle de vie de l'IA, de la préparation des données à l'exploitation sous forme de dashboard, en passant par l'entraînement des modèles d'IA, sont disponibles dans Dataiku.
Toutes ces étapes sont entièrement sécurisées, tracées et auditables, vous permettant de mettre en place une gouvernance complète autour de la data et de l'IA. Et vous aurez la possibilité de contrôler l'intégralité de vos projets pour s'assurer que vous respectez les réglementations. Par exemple, le EU AI Act, et prendre en compte les réglementations à venir. Quatrième point, une technologie unifiée, permettant de prendre en compte les meilleures décisions aujourd'hui en ce qui concerne les technologies utilisées, comme tous les langages, les larges langages modèles que sont OpenAI, Mistral et autres, les technologies de cloud que sont Databricks, Snowflake, AWS et GCP, et changer demain si une meilleure technologie émerge pour notre entreprise. Par exemple, nous parlons depuis 2 semaines dans la communauté d'IA de DeepSeek, et ça sera possible d'intégrer ça dans Dataiku. Car Dataiku est une plateforme qui permet d'avoir cette option sur les technologies et qui évolue en permanence avec les évolutions technologiques. Je vais laisser la parole à Mathieu Lenné, qui va nous présenter la vision de Michelin pour le digital manufacturing. Merci Pierre pour cette introduction. Alors quelques slides déjà d'intro de ma part sur notre vision du manufacturing. J'avais une petite photo pour vous dire que quand on parle d'usine, de manufacturing, on peut avoir une image très datée qui vient en tête, comme ici. Et en fait, nous, chez Michelin, on est convaincus que l'industrie manufacturière, c'est l'avenir. Et pourquoi c'est l'avenir? Parce que c'est dans nos usines, au cœur de nos usines, que les idées de nos chercheurs, que les inventions de nos chercheurs prennent vie et qu'on change les inventions en innovations qui sont disponibles pour le plus grand nombre. Donc l'avenir, pour nous, elle se façonne dans nos usines. Et c'est pour ça qu'on a un slogan au manufacturing qu'on appelle « 8 manufactures de futur ». C'est-à-dire qu'avec les 85 000 collègues qui travaillent dans la direction industrielle et au sein de nos usines, on fabrique les outils et les produits de demain. Ça, c'est très prégnant chez nous et ça fait écho à notre raison d'être et notre approche tout durable qu'on a au sein du groupe. Alors, vraiment, quelques slides génériques pour nous donner la stratégie d'entreprise. Chez Michelin, on prône une approche d'une performance tout durable basée sur 3 piliers, les personnes, la planète et la performance économique. Et dans chaque acte qu'on va faire, dans chaque projet, dans chaque choix de quel usage, quel use case on va lancer, quel produit digital on va lancer, en fait, ça irrigue et on va avoir des KPI, des suivis sur ces trois familles d'indicateurs. Et ce qu'on souhaite, c'est dans chacun de ces domaines être benchmark. Et donc c'est pour ça qu'on se fixe des objectifs chiffrés et ambitieux sur ces domaines. Un petit mot aussi sur notre transformation data IA au sein du groupe Michelin. C'est un de nos 6 piliers de transformation. Il y a d'autres piliers comme la responsabilisation de nos équipes, le fait d'innover aussi avec l'extérieur notamment, etc. Et c'est vraiment la data IA au cœur de notre approche. On considère que ça va nous apporter un potentiel de gain de 600 millions d'euros récurrents annuels au sein du manufacturing, donc à l'échelle de nos 65 usines et nos 85 000 personnes comme j'ai décrit juste avant. Quand on parle de transformation digitale, on a une approche avec deux composantes, ce qu'on appelle two-fold approach. Une approche qu'on pourrait qualifier de bottom-up, de citizen, c'est l'approche de gauche. En fait, on a beaucoup de use cases en fait, qui émergent des usines. Donc, on a staffé dans nos usines des équipes digitales et data. Donc, on a des data managers, des data engineers, des data analystes qui sont au plus proche de nos usines. On a un modèle où on a aussi 7 usines qui ont été renforcées avec des équipes dédiées qu'on appelle des usines leaders digitales. Et ces équipes dédiées, donc ça peut être entre 5, 12, 15 personnes pour les grosses usines, en fait, elles viennent aussi aider leurs usines sœurs. En fait. Donc, c'est des équipes qui sont basées sur une usine, mais qui répondent aussi aux autres usines de leur zone. Et donc, avec tout ça, on a l'approche donc citizen, bottom-up, où les utilisateurs, data et digital, vont utiliser des solutions, notamment Dataiku en usine, pour pouvoir créer plein de use cases avec de la valeur ajoutée pour les métiers. Donc, ça peut être sur la sécurité, sur la maintenance, sur la qualité. Et ça représente la moitié des gains qu'on espère avec le digital manufacturing. L'autre moitié, elle est apportée par la couche de droite qu'on voit, c'est des produits digitaux impactants, qu'on travaille avec nos méthodes et notre ingénierie industrielle et qu'on pousse en fait auprès de nos usines
Ces produits digitaux, en fait, sont des produits qui sont tout à fait standards et standardisés. On a, par exemple, du suivi de la qualité. On a du suivi aussi de la consommation d'énergie dans nos usines. On a du suivi aussi des outils génératifs, des assistants, en fait, pour les conduites dans nos unités ce qu'on appelle nos business units, dans nos îlots de production. Et donc là, on va avoir beaucoup moins de produits, beaucoup moins de use cases. Par contre, des use cases avec beaucoup plus d'impact et qu'on veut démocratiser et standardiser dans toutes nos usines. Donc, il y a vraiment cette double approche et DataIQ, on l'utilise à la fois sur l'approche de gauche et historiquement, c'était vraiment plutôt sur l'approche de gauche. Et aussi, on a aussi des experts de l'IT en fait qui viennent l'utiliser dans le cadre de produits digitaux à fort impact. Quelques mots. Alors là, ça, c'est un slide qu'on a récupéré du 25 septembre de l'année dernière et vous verrez, j'ai mis le slide en fait avec les valeurs actuelles mises à jour. Les facteurs importants sur la partie Citizen Approach, c'est déjà que tous les usages sont pilotés donc par les usines. Elles n'ont pas besoin de remonter effectivement leur cas d'usage pour que ça soit piloté ou validé en comité ou autre. Par contre, c'est l'usine qui s'assure avec chaque usine a un board Industrie 4.0, il s'assure que toutes les demandes qui leur sont faites sont value driven, donc sont orientées par l'approche valeur qu'on peut avoir. Donc, il y a bien un sponsor, une attente, et puis que ça s'intègre dans des processus métiers. Le deuxième point, c'est sur la partie compétences pour tout le monde. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, on a 85 000 personnes. Il y en a 16 000, un peu plus de 16 000 qui se sont évaluées l'an dernier sur les compétences data exploration et visualisation. Donc, pour vous dire, donc ça veut dire qu'on a quand même énormément de personnes qui se sont formées sur ces notions-là. Donc, pour faire ne serait-ce que de la BI, du reporting. Sur la partie digital platform, donc on se base sur DataIQ. À l'époque, donc en septembre, c'était sur un tiers de nos usines. Et en fait, on a du suivi de service level indicator. Et puis, Jérémy, tu en parleras un peu aussi, comme on a scalé ça, qui nous permettent d'avoir une plateforme qui est appréciée par les utilisateurs parce qu'elle fonctionne en fait. Et elle répond, on a des temps de réponse qui sont convenables. Et puis la plateforme, elle fonctionne. On a des supports très réactifs sur le sujet. Et enfin, l'intégration avec nos TRIS IT, on va dire, historiques. Donc, à l'époque, en septembre, on avait plus de 400 utilisateurs et puis un tiers des usines qui utilisaient DataIQ. Et quand on regarde la photo là qu'on a fait la semaine dernière, en fait, juste avant de préparer ce webinaire, on avait plus de 900 utilisateurs. Donc, on voit que c'est vraiment exponentielle depuis qu'on a mis cette organisation en place. Et on a la moitié des usines à peu près qui ont déjà déployé DataIQ. Donc DataIQ, on l'utilise à la fois on-prem dans nos clusters usines et puis aussi dans le cloud avec des instances centrales pour tout ce qui est plutôt bilanterie et puis ML Engineering corporate. Voilà. Un point que je vais passer très vite aussi, c'est sur la deuxième approche, l'approche plutôt digital product. Là, en fait, on va se baser sur des produits, comme je l'ai dit, qui sont à très forte valeur ajoutée et qu'on veut vraiment accélérer. Et là, on va avoir une approche agile, d'avoir des incréments de delivery tous les 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du continuous integration et continuous delivery quasiment tous les jours sur certains produits, mais par contre, on a des grandes versions, des versions majeures qui sont réalisées au moins tous les 3 mois sur ces sujets-là. Et il y a quelques exemples là, que vous pourrez trouver, et il y en a un qu'on va détailler par la suite. Je te laisse, Jérémy, prendre la suite. Ouais, ça marche, merci Mathieu. Donc maintenant, moi, je vais vous expliquer comment on s'y prend pour faire le scaling de l'AI dans le cadre d'Industrie 4.0. Donc déjà, la base pour nous, c'était comment on arrive à créer un environnement technique de confiance. Créer un environnement technique de confiance pour que tout le monde ait confiance en cette plateforme et que le scale se passe de la meilleure manière. Donc pour ça, on l'a adressé en 3 étapes. Le premier, c'est, Mathieu l'a expliqué, on a des instances qui sont localisées directement dans l'usine. Donc on a un premier travail de préparation directement avec les usines. Donc on se connecte avec les usines, on leur explique pourquoi on va venir installer DataIQ dans l'usine, techniquement quels sont les prérequis et comment on arrive à travailler ensemble pour s'assurer qu'on a les bonnes ressources au bon moment pour faire l'installation, qu'on a le bon niveau d'assistance de l'usine si on en a besoin.
Et ça, c'est hyper important pour être capable de garantir la vitesse de déploiement qui est attendue par le groupe Michelin. Le deuxième volet, qui est pour moi la clé en fait du succès du scale de Dataiku chez Michelin, c'est l'automatisation de déploiement. Donc pas tant sur la partie technique, hein, automatiser un déploiement technique, ça on sait faire, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est les discussions qu'on a pu avoir dès le début avec notre cher PO, ici présent, qui est Mathieu, sur le niveau d'investissement qui était nécessaire dans l'automatisation de ces déploiements. Et donc être capable de mettre le bon investissement dès le début pour qu'on puisse créer cet environnement de confiance. Et le dernier bloc, c'est toute la partie surveillance et maintenance. Comment ces instances-là, on arrive à les monitorer de manière technique. Donc, comment on a des métriques qui nous disent que les instances sont en bonne santé. Donc, ça, c'est plutôt la partie technique. Et là-dessus, on s'appuie sur les principes du SRE, donc Site Reliability Engineering, un concept qui a été inventé par Google et qui regroupe l'ensemble des pratiques de l'ingénierie logicielle pour assurer la fiabilité d'un système. Donc ça, on les a mis en œuvre dès le début. Donc ça, plutôt pour la partie technique. Partie technique, mais partagée avec le métier. Mathieu en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on a discuté avec Mathieu pour comprendre. Ça veut dire quoi, en fait, une instance Dataiku qui marche? C'est quoi qui est important? Qu'est-ce qui fait que les usines, elles sont contentes tous les jours et qui fait qu'elles vont adhérer à l'adoption? Et quand on parle d'adoption, ensuite, il faut être capable de maîtriser comment ça va se passer et d'avoir la résilience technique qui va bien une fois que le nombre d'utilisateurs va monter progressivement. Et donc là, pareil, on s'est outillé proprement pour comprendre quels sont les utilisateurs qui sont en train d'utiliser notre plateforme, comment ils sont en train de l'utiliser, c'est quoi les fonctionnalités qu'ils sont en train d'utiliser, et du coup, nous en tirer les conclusions qui allaient bien pour assurer la scalabilité. Donc là, je vous ai expliqué comment on crée un environnement technique de confiance, c'est bien, mais une plateforme qui est utilisée, c'est mieux. Et donc là, on va parler de la partie plutôt adoption de la plateforme, comment on s'y est pris. Donc on a commencé le premier semestre 2023 à embarquer ce qu'on appelle les usines mères chez Michelin, les usines qui vont à leur tour ensuite embarquer les autres usines. Donc on a commencé ce premier parcours. Et une fois qu'on a eu des premières usines embarquées, on s'est dit que là, c'était le moment de créer une communauté. Créer une communauté pour que les personnes puissent s'entraider au quotidien et puissent mettre en avant ce qu'elles font avec la plateforme et comment les autres usines peuvent en tirer profit. Donc ça, c'était en 2023. En 2024, on s'est dit que c'était le moment de lancer un processus d'onboarding que je vais vous détailler après, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a plutôt bien réussi. Et ce processus d'onboarding, on l'a déroulé dans 11 usines début 2024, puis 15 usines sur la deuxième partie 2024, et là, on continue à embarquer les autres usines. Ce processus d'onboarding, c'est quoi? En fait, pour nous, c'est une expérience de formation. Donc, c'est une expérience de formation dans laquelle les personnes qu'on veut former dans les usines, qu'on veut embarquer dans la plateforme, on va les embarquer dans un processus dans lequel, dès le début, on va leur demander de se projeter sur un use case. C'est quoi le use case qu'ils veulent adresser dans le cadre de leur expérience de formation? Une fois qu'ils ont choisi ce use case et sur lequel on s'est mis d'accord, ils vont suivre les formations classiques à la plateforme, on va dire d'un point de vue technique. Et ensuite, on va appliquer la méthode des MIC, donc une méthode de Lean Six Sigma, dans lesquelles on va les suivre sur l'implémentation de leur use case. On va suivre comment ils arrivent à s'en sortir dans la plateforme d'un point de vue technique, mais surtout, est-ce qu'ils ont bien compris ce que c'était la méthode des MIC et comment ils doivent l'employer pour instancier des use cases à la maille de leur usine. Ensuite, on va rentrer dans une phase de 2 mois où ils vont développer ces use cases. Et à la fin, on tirera des conclusions sur est-ce qu'ils ont généré des gains, quels sont les gains, comment ils peuvent capitaliser, comment ils communiquent au sein de la communauté. Ce processus, il est adapté aussi bien pour des personnes qui avaient déjà un background data assez costaud. Mathieu a parlé tout à l'heure de développement des compétences directement dans les usines. Et également aux domaines experts, donc des personnes qui sont experts dans un domaine, que ce soit la qualité, la supply chain ou autre. Donc c'est accessible à un grand nombre de personnes et en même temps, c'est un processus très engageant pour les key users, puisqu'ils sont vraiment dans un processus qu'on va suivre au fil de l'eau. Et à la fin, non seulement ils seront formés à la plateforme, mais en plus, ils auront compris la valeur de cette plateforme et comment ils peuvent aller chercher différents use cases. Et nous, en support, on supporte la communauté, on l'anime. Donc, on a un cher community manager qui fait ça très bien. Et on a aussi mis en œuvre des office hours dans lesquels tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, peuvent se connecter et venir poser leurs questions, leurs problèmes qu'ils peuvent avoir actuellement. Voilà pour la partie onboarding. Je vous en ai parlé brièvement dans les explications, mais on embarque du coup
autour de cette plateforme différentes personnes. Donc, il y a des personnes qui sont plutôt directement au sein des équipes Digital Manufacturing, donc les équipes autour de Mathieu, donc soit Mathieu ou les équipes techniques, que ce soit des data engineers, des data scientists qui vont plutôt plancher sur des use cases qu'on va vouloir ensuite pousser massivement dans les usines. Et ensuite, il y a les deux autres strates. Donc, la première strate des usines mères qui vont être en support des différentes usines, qui vont être aussi capables de créer des use cases, de les diffuser. Et toutes les usines qui sont en dessous, ensuite, qu'on est en train d'embarquer à travers le processus d'onboarding que je viens de vous présenter. Donc ça, moi, je vous ai parlé surtout de tous les use cases Citizen, comment on faisait pour que le Citizen soit adopté. Et Mathieu va vous donner quelques exemples des use cases qu'on a pu implémenter. Ouais, voilà, donc effectivement, merci. On a plusieurs exemples. On a mis 5 qui sont assez illustratifs de ce qu'on peut voir. Encore une fois, on a énormément de petits projets Citizen, en fait, de petits flows qui fonctionnent quotidiennement et qui permettent d'apporter de la valeur. Le premier qui est à gauche, c'est de la maintenance prédictive. Donc ça, c'est dans une usine en Espagne où en fait, on analyse les consommations de nos presses de cuisson pour déterminer en comparant l'énergie, enfin l'air qui a été consommé et le plan de production, ça nous permet de corréler les deux et de voir si en fait la machine consomme plus d'air que prévu, ce qui pourrait s'apparenter à une fuite. Et donc tous les matins, ça donne un rapport avec les plus grosses suspicions de fuite. Donc il faut s'imaginer qu'on a combien à peu près 180 cavités, donc 180 machines entre guillemets de cuisson. Et donc, côté secteur de maintenance, ils ont le ranking qui dit, bah, tiens, on va voir la numéro 32, la numéro 50, la numéro 63, parce que c'est là où potentiellement, par rapport à la production, il y a plus de consommation d'air et donc potentiellement une fuite. Donc, ça les aide énormément à réduire cette consommation. Le deuxième point, c'est de la computer vision. Donc, les Flip Product Recognition ont des produits extrudés assez fins en fait, qui peuvent se retourner à certaines étapes du processus. Et là, en fait, donc c'est fait encore une fois en Citizen, donc avec des caméras IP assez low cost, où on arrive à détecter ça très facilement. Et il y a pareil, donc un petit flow de gestion de computer vision dans DataIQ qui permet d'alerter les techniciens sur place dès que ce problématique arrive pour pouvoir tout de suite réagir dans l'usine. Donc ça, c'est fait à Greenville aux États-Unis. Et ensuite, on a aussi, bon, la prédictive maintenance, c'est assez similaire au premier point. De l'analyse aussi de données à large échelle, en fait, qu'on a dans un historian qui s'appelle PyAveva, PyOsisoft d'Aveva maintenant. Et donc, en fait, ça nous permet de faire de la détection d'anomalies en analysant en fait les données qu'on a. Et le dernier point, c'est un sujet qu'on avait sur l'usine de Montceau-les-Mines en France. C'est concernant en fait le fait d'envoyer tous les jours des données croisées de plusieurs systèmes d'information qui permettent d'avoir des indicateurs de reporting de la qualité. Et donc ça fait gagner énormément de temps aux personnes qui, historiquement, les techniciens étaient obligés de croiser tout un tas de fichiers Excel, CSV ou autres. Et donc là, en fait, ils ont toute leur bilanterie disponible dès le matin dans DataIQ et qu'on peut partager aussi à travers des dashboards DataIQ à travers le plus grand nombre. Ça, c'est quelques exemples de sujets bottom-up locaux en fait qu'on peut avoir. Le slide suivant, ça fait écho à un produit qu'on a co-développé avec DataIQ. Donc Michelin, on a été plutôt à la manœuvre pour préciser le besoin et pour effectuer tout ce qui était cahier des charges fonctionnelles et puis test. Et donc c'est ce qu'on appelle Parameter Analyzer, c'est le fait d'avoir une solution simple qui permet de faire de l'analyse multifactorielle dans DataIQ, ce qui permet notamment de corréler, de faire de l'inférence causale, en fait, de corréler des défauts, alors que ça soit qualité, panne ou autre, avec des facteurs prédominants dans un certain jeu de données. Donc ça, c'est déjà en production sur les 34 sites sur lesquels DataIQ est installé et on est en train de l'utiliser de plus en plus et puis il y a des nouvelles versions qui arrivent chaque mois quasiment, voire chaque mois et demi. Donc voilà sur les produits qu'on peut avoir pour les illustrer. J'espère que ça donnera lieu à des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en fin de session. Merci beaucoup Mathieu et Jérémy. Je vais
terminer par une dernière slide pour conclure. Et après, on aura les takeaways de Mathieu. Donc, on a vu que la data et la data science et l'IA peuvent permettre déjà beaucoup de choses dans une entreprise quand tout le monde peut en bénéficier. Nous, chez Dataiku, on pense que les leaders de demain seront les entreprises qui auront les capacités finalement de créer une centaine d'agents, des milliers d'agents spécialisés grâce à la GenAI, qui permet finalement de faire le last mile de l'IA, le dernier kilomètre de l'IA, où chaque employé pourra bénéficier d'un accès instantané à des connaissances et d'informations approfondies, où tout le flux de travail en fait qui a été fait par ses collègues sera automatisé ou sera micro-automatisé en continu et de manière incrémentale. Et c'est ce qu'on peut voir un peu sur ce slide. Mathieu vous a parlé de certains use cases qui ont été faits, qui sont des use cases en local, des use cases qui sont des digital products comme Parameter Analyzer. Tout ça peut être connecté et amené en commun finalement et partagé grâce à des interfaces conversationnelles via une multitude de LLM auxquels Dataiku peut se connecter, comme Anthropic, comme Mistral, comme OpenAI, et être fourni à un grand nombre de personnes, comme montrait Jérémy tout à l'heure, finalement les personnes qui vont consommer l'information dans une entreprise et qui sont une population très diverse et variée. Et donc c'est ce que nous on imagine, c'est que demain Dataiku soit finalement un point d'entrée unique pour tous ces cas d'utilisation conversationnelle où vous avez un accès simple, facile et un accès d'ailleurs qui est géré par des gens qui sont spécialistes des problématiques de la GenAI. Donc, ça va vous assurer la qualité, le contrôle et la validation de ces bons modèles de LLM. Et vous avez tout un espace qui est gouverné pour l'entreprise, bien contrôlé dans Dataiku. Donc ça, Dataiku permet tout ça grâce au LLM Mesh, à des services comme les LLM Guards et les accélérateurs comme le Prompt Studio et Dataiku Answer. On va terminer par une dernière slide. Mathieu, je te laisse terminer. Oui, merci. Donc sur les points à garder à l'esprit suite à la présentation, le premier, c'est vraiment qu'on axe l'adoption par la création de valeur et donc avec l'approche Citizen, c'est-à-dire qu'on a fait le pari d'onboarder très massivement les équipes, y compris les équipes en local ou en usine, sur DataIQ pour commencer avec des usages assez simples en fait, de bilanterie, de data préparation, etc. Puis ensuite de s'orienter vers des choses un peu plus complexes sur de la modélisation. Et ça, c'est un parti pris qu'on a eu dès le début, de se dire en fait de ne pas avoir DataIQ uniquement réservé à des data scientists. Donc, voilà, c'était un des points. Le deuxième point, c'était, comme tu viens de le dire, Pierre, d'avoir une approche incrémentale de test, learn et puis ensuite de progrès pour développer tous les cas d'usage. Le troisième point, c'est surtout sur la qualité de la donnée. On sait que c'est essentiel. On a fait un gros travail, nous, donc historiquement, côté manufacturing, où on s'est basé sur les historiennes dont je parlais pour récupérer beaucoup de données de nos procédés. On a aussi capté énormément de données de nos systèmes de SCADA et de MES, en fait, donc de systèmes de management de notre production qu'on a remonté dans le cloud afin de pouvoir faire de la bilanterie. Et ça nous aide, en fait. Donc, dès qu'on a de la donnée à disposition, qualifiée, quantifiée, ça aide énormément. Ensuite, c'est un booster pour pouvoir généraliser les différents cas d'usage. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de garder à l'esprit qu'on combine les deux approches avec une approche citizen et puis une approche avec des use cases transformationnels sur lesquels les équipes digitales et data usines n'ont pas forcément les compétences ou le temps à y consacrer et sur lequel nous, en centrale, on peut se dédier parce que, à contrario, ils travaillent sur la partie citizen, on les laisse autonomes là-dessus et puis nous, on se focalise sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. Voilà. Eh ben, merci à vous et puis je pense qu'il y a peut-être des questions qui vont venir. Merci à tous. Merci encore Mathieu et Jérémy pour cette session. On a eu pas mal de questions pendant la présentation. Je crois qu'on les a dans le chat. Et donc je vais vous les poser au fur et à mesure. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être arriver. Je vais commencer par une première question qui a été posée par Christelle Rench sur les use cases high stake dont tu as parlé, Mathieu. Combien vous en avez en production et combien sur les automation nodes? Alors, pour bien faire la chose, on a 12 produits digitaux là qui sont majeurs.
Ils sont pas tous faits avec DataIQ, hein, ça c'est évident. Comme je le dis, DataIQ, on l'a vraiment orienté surtout sur l'approche Citizen et on le déploie avec plus de 900 utilisateurs sur la moitié de nos usines. Donc, les 12 produits digitaux sont pas tous faits avec DataIQ, ils sont pas tous sur Automation. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est une dizaine, une douzaine en fait de produits digitaux. Merci beaucoup Mathieu. Il y avait une question un peu plus technique, peut-être pour Jérémy. C'était là une question de Anas qui posait la question quel mode de déploiement avez-vous implémenté? Est-ce que c'est du on-premise? Est-ce que c'est sur du cloud? Est-ce que c'est Fleet Manager ou est-ce que c'est du custom? Yes. Du coup, on a les deux modes de déploiement. On a du cloud pour les instances centrales qui sont utilisées par le central et on a du on-prem pour toutes les instances qu'on installe dans toutes les usines du groupe. Et pour la partie plus technique, on n'utilise pas le Fleet Manager, donc c'est du custo. On a créé un système d'automatisation pour être capable de déployer tout ça. Il y a différentes contraintes de sécurité qui font qu'il y a des choses un peu particulières à faire chez Michelin. Merci Jérémy. Une autre question de Pierre sur est-ce que tous vos data scientists doivent utiliser Dataiku ou bien certains préfèrent et peuvent garder leur propre environnement de développement? Donc, c'est plutôt peut-être pour... Alors ça, c'est un point intéressant, effectivement. Donc, côté manufacturing, dans les usines, les équipes data, digital et métier d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des personnes, enfin des techniciens qualité, donc des qualiticiens, des gens de la maintenance, etc. Ils ne peuvent utiliser que DataIQ pour faire la partie plutôt donc ML engineering, on va dire, et data préparation. Ils ont bien sûr d'autres outils aussi, hein, si je peux me permettre de les citer, Paya Veva, Power BI, MicroStrategy notamment pour tout ce qui est BI et reporting. Par contre, ils utilisent que DataIQ. Ensuite, en centrale, dans les équipes d'ingénierie dont je fais partie, on a bien sûr des personnes qui peuvent être amenées à utiliser d'autres logiciels, ce qui est logique dans une démarche de veille surtout, mais on utilise aussi DataIQ, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Mathieu. Et justement, peut-être une question qui va avec de Bertrand. Combien de sachants Dataiku sont mobilisés pour un déploiement en usine? C'est une question pour Mathieu et Jérémy d'ailleurs peut-être. Alors, sachant, oui, ça dépend si on parle de la partie installation, en fait, parce qu'on va faire appel à nos équipes enfin, très clairement hein, pour provisionner les VM, pour tester les flux de données, etc. Donc là, il y a des sachants vraiment côté IT dans les usines. Ensuite, donc un onboarding, c'est en fait quelques personnes de DataIQ et quelques personnes d'Accenture. Donc c'est une poignée, hein, 2-3 personnes qui viennent en fait former. Souvent, les formations, Jérémy, je pense que c'est quelques dizaines de personnes, voire enfin vingtaine, trentaine de personnes maximum en fait par session de formation. C'est à peu près ce Ouais, genre entre de ces genres. grandeur. Voilà. Okay. Ok, non, merci beaucoup. Et une question peut-être encore sur cette thématique de personnes, comment, et puis même sur ce qui est réalisé, comment faites-vous connaître, bénéficier des citizen use case d'une usine sur les autres usines? Ah, ça c'est une. Alors, si vous avez la réponse à la question, je suis preneur. C'est une excellente question. On promeut une initiative qu'on appelle Copy with Pride, c'est-à-dire copier enfin, je suis fier de copier ce qu'ont fait les petits copains. Donc, on s'aperçoit en fait que souvent les personnes en usine, enfin partout d'ailleurs, on aime bien refaire la même chose ou adapter la même idée différemment. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est très bien d'un point de vue valeur, parce qu'on apporte de la valeur partout, mais par contre d'un point de vue gouvernance, c'est juste horrible. C'est très compliqué à manager. Donc nous, ce qu'on promeut, c'est vraiment ça. Et on a un petit département en fait dédié, et notamment une personne qui anime des réseaux avec toutes les usines pour s'assurer du partage des bonnes pratiques et du partage des sujets. Et ensuite, il pilote ça à travers aussi un dashboard, hein, donc un dashboard dans DataIQ qui référence tous les projets qu'on a dans DataIQ. On a aussi une sorte de template de naming qui permet de savoir en fait quel est le type de machine, le type de procédé sur lequel agit le projet DataIQ. Est-ce que c'est plutôt de la qualité ou de la maintenance? Quel est le but, etc. Quel est le niveau de maturité? Et ça permet en fait, tout le monde a accès à ce dashboard et ça permet en fait de voir si déjà j'ai une idée, je sais pas, de réduire tel défaut qualité sur telle machine. Je regarde et je sais déjà dans quel site il y a quelque chose de similaire qui a été fait. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui par le réseau, par les compétences et par ce petit outil qui permet de suivre. Mais c'est toujours perfectible en fait, c'est du travail continu. Effectivement, c'est
C'est un vrai sujet. Et je pense que là-dessus, une approche bien gouvernée, avec un bon partage des bonnes pratiques est essentielle. Peut-être une question, on continue là-dessus, sur cette thématique des personnes. Alors, je ne trouve plus, elle était pas mal. Oui, pour les constituer les équipes data science, data analyst en nombre suffisant, comment avez-vous fait? Formation interne, externe ou embauche externe? Je pense que Jérémy a un peu parlé d'onboarding aussi. C'est pas une question pour vous deux. Oui, alors bien sûr, on a fait l'embauche externe et en même temps, on peut pas se permettre d'avoir les 900 personnes là que j'ai citées qui sont formées à DataIQ, ne sont pas tous des personnes qui ont été récemment embauchées chez Michelin. Donc, on a de l'embauche externe, effectivement, mais de manière ponctuelle et ciblée sur certaines compétences. Et ensuite, on a énormément de programmes de développement. Donc, on a, bien sûr, on s'appuie sur la DataIQ Academy, on s'appuie aussi sur d'autres programmes de formation de data literacy ou d'acculturation. Et puis aussi, on a des personnes d'autres sociétés qui nous forment, par exemple, à Power BI, donc sur des sessions d'une demi-journée, par exemple. Voilà, c'est vraiment tout un écosystème de formation pour faire monter à bord tout notre personnel. Merci beaucoup. Une question, c'était un des points peut-être par lequel tu as conclu sur la mise à disposition des données. Tu as dit que c'était un énorme boost. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers pour mettre à disposition ces données de manière simple? Je pense en particulier, ça doit faire référence à tout ce qui est Historian, SCADA et Oui, Apple. là-dessus, oui, sur Paille, donc l'approche, alors je ne sais plus, Jérémy, je crois qu'on l'avait commencé plutôt à partir de 2019 à démocratiser l'utilisation de Paille, OSIsoft, Aveva. Au début, on s'était basé donc sur l'ISA 88 avec 4 niveaux et on avait été très strict sur les 2 premiers niveaux, donc tout ce qui était plutôt typé entreprise et procédé. Et effectivement, ensuite, sur les niveaux inférieurs, chaque usine faisait un petit peu comme elle voulait. Donc là, depuis un an et demi, on a remis au jour ce qu'on appelle des standards machine templates, c'est-à-dire des templates qui soient standardisés pour une machine, même si la machine elle existe sur 15 usines différentes, on va avoir les mêmes données, les mêmes attributs qui vont être déterminés. Et ça, c'est un travail qu'on a mené conjointement avec, bien sûr, les sites industriels et aussi avec les méthodes industrielles. On se base sur nos méthodes industrielles pour dire, voilà, une machine, c'est composé de tels attributs, de tels procédés, etc. Mais on voit bien qu'on est allé plutôt, on va dire, déjà dans l'adoption et ensuite dans la partie gouvernance. C'est toujours le levier en fait de jauger les deux. Si on fait que de la gouvernance sans avoir d'usage, des fois on s'y perd un peu. Bon, donc il faut, voilà, comment nous chez Michelin on a fait. Je ne sais pas s'il y a de bonnes manières de faire. Et une question supplémentaire là-dessus, c'est tu as partiellement répondu, c'est comment les données sont-elles récupérées de l'historienne vers Dataiku? Et si les données n'arrivent pas en temps réel, à quelle fréquence l'extraction est-elle faite? Alors on utilise un plugin que Dataiku a co-développé avec nous d'ailleurs, plugin Pi vers Dataiku pour les données d'Historian. Je peux pas vous dire, je suis pas assez technique pour vous dire quelle est la fréquence la fréquence dans Pi c'est 0,6 secondes, mais je sais pas la fréquence de rafraîchissement, etc. Par contre, je sais qu'on peut avoir aussi des besoins de rafraîchissement un peu plus soutenus et sur lequel faut encore qu'on travaille en fait. Je pense que là, on est plutôt sur des choses qui se remettent à jour tous les 15 minutes, donc on n'est pas dans du temps réel entre guillemets. Ouais, pour mémoire, on est plutôt sur du batch extraction que plutôt du temps réel aujourd'hui. Et ça, quand même, ça répond à un grand nombre de use cases déjà. Ouais. Ok. Il y avait peut-être des questions, peut-être plus sur l'architecture. J'ai vu des questions sur quelles étaient l'infrastructure utilisée entre AWS, Microsoft, des bases de données. Pour la partie qui est dans le cloud, c'est sur Microsoft. Pour ce qui est à l'edge dans l'usine, du coup, c'est sur les clusters directement dans les usines. Et derrière, pour l'instant, on a adossé une base de données Postgre pour la puissance de calcul. Et s'il y avait une question qui allait avec ça, c'était est-ce que les SI des usines sont-ils plus ou moins identiques? Est-ce que vous gérez donc les intégrations avec différents systèmes?
à chaque fois? Oui, donc c'est même la réponse est plus ou moins. C'est vraiment, alors tout est dans le, dans le plus ou moins. On a quand même eu par le passé des gros programmes de transformation avec des SI assez standards, donc pour WMS pour gérer la partie magasin, MES, APS pour la partie planification. On a du PLM aussi pour tout ce qui est euh, Bill of Material, etc. Il n'empêche que systématiquement, on voit quand même que c'est assez compliqué parce que même quand on a le même système d'information, la manière et les processus derrière de les utiliser peuvent des fois être un peu différents. Et donc, c'est là le gros enjeu d'arriver à passer à l'échelle. Donc, on arrive à le faire, comme j'ai dit, sur certains sujets. Hein. Dans les 12 produits digitaux qu'on pousse, c'est des produits sur lesquels on est au moins déployé sur au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine d'usines minimum. Donc on y arrive bien. Par contre, tout ce qui est citizen, c'est un peu ça fait écho à la question qu'on a eue avant. Hein. Tout ce qui est citizen local d'une usine pour cette usine-là, bah, c'est assez compliqué de le passer à une autre usine sans devoir l'adapter en fait. C'est évident. Et peut-être une question qui va avec ça, qui est assez intéressante, c'est est-ce que vous avez des data models pour des process similaires, donc par exemple du mélangeage, de l'extrusion, des injections? Oui, oui, bah, ça fait écho à ce dont on parlait là des SMT. C'est-à-dire qu'on a bien effectivement des data models qui sont similaires et plus que par procédé, c'est même par machine parce qu'on a plusieurs types de machines qui peuvent faire du mélangeage ou de l'assemblage de pneumatiques ou de la cuisson ou autre. Et donc, oui, on a des templates qui sont standards dessus. Enfin, on est en train de les avoir de plus en plus, de les déployer. Et peut-être une dernière question qu'on n'a pas du tout abordée, c'est comment l'IS IT Corporate elle vous accompagne dans cette démarche digital manufacturing? Alors moi, je dirais simplement, je laisserai peut-être le mot de la fin à Jérémy, mais je dirais simplement que Jérémy est un des représentants de l'ISIT. Moi, je suis le représentant de la direction industrielle, et donc on travaille vraiment main dans la main. Donc les équipes elles sont dans le même bâtiment, pas le même étage, mais le même bâtiment, et elles travaillent main dans la main en fait pour le but, c'est de donner un service irréprochable à nos utilisateurs en usine et puis à nos métiers. Je te laisse le mot de la main, le Moi, mot je de la fin, partage ce que Jérémy. tu as dit un peu, et quand vous donner quelques exemples, quand on a expliqué comment on réussissait à un scale, il y a pas de distinction en fait. Aujourd'hui, et le métier s'intéresse à l'IT et l'IT s'intéresse au métier. Et on crée vraiment des équipes mixtes, tant sur la mise à disposition de la plateforme en tant que telle, mais aussi dans la création des digital products. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Merci beaucoup. Alors, on est des 5h44, je crois qu'on avait jusqu'à 45 si je ne me trompe pas. Aurore, en backstage, est-ce que tu nous confirmes ou est-ce qu'on a encore le temps pour quelques dernières questions? On peut dépasser, me dit Aurore. Donc on a encore quelques Dépassons. questions. Je suis désolé de vous poser toutes ces questions, Mathieu et Jérémy, mais on a beaucoup, beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Euh, je- Peut-être, alors, il y avait une question un peu plus, peut-être plus sur des use cases. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser Dataiku pour optimiser l'ordonnancement? L'ordonnancement planifié, alors oui, alors honnêtement, j'ai pas tous les sujets et tous les états d'avancement en tête, mais il y avait une usine en Allemagne sur lesquelles qui voulait être pilote, en fait, faire de lance là-dessus pour les pneus poids lourds. Donc oui, alors je sais pas, je peux pas donner beaucoup plus d'informations. La personne peut me contacter si elle le souhaite. Mais oui, il y avait la notion de prendre tout le plan de production plutôt à maille opérationnelle et puis de la décliner vraiment machine par machine avec les contraintes de l'atelier. Il y a au moins des proof of concept en cours là-dessus, effectivement. Ouais. Mais rien de passé à l'échelle à l'heure actuelle sur ce sujet-là. Et une question peut-être sur un use case que tu as présenté, Mathieu, sur la consommation de l'énergie sur les machines. Est-ce que les données elles ont été remontées en temps réel ou plutôt par lot, par batch? Ah, bonne question. Je pense qu'elle est en temps réel, c'est toujours un peu délicat comme appréciation, mais je pense qu'elle est en quasiment temps réel. Alors, pour être tout à fait transparent là-dessus, on n'utilise pas forcément de data IQ sur ce use case-là, pas encore en tous les cas. Et je crois Jérémy, tu me contrediras, mais il me semble qu'on remonte en temps quand même quasiment réel. Normal, on va dire. Oui, oui, Du- alors
Ouais, c'est pas du, ouais, c'est en micro-batch, on va dire. Et puis, il y a un point qui est intéressant, c'est que donc on a, je crois que c'est à peu près 9000 compteurs de 23 usines différentes qui remontent à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas encore déployé dans toutes les usines. Je dis, on avait 65 usines, donc on en est à un tiers sur ce use case-là. En fait, quand on intègre les données, on s'est rendu compte qu'il y avait des capteurs qui étaient des fois branchés à l'envers. Donc, au lieu de consommer de l'énergie, on avait des machines qui produisaient de l'énergie. Ce qui peut arriver hein, d'ailleurs dans certaines périodes de temps, mais bon, là, c'était quand même assez étrange. Où on avait aussi, chose un peu étrange, on avait des machines qui consommaient plusieurs fois la production d'un générateur de centrale nucléaire. Parce qu'en fait, le capteur était défaillant et donc il donnait des données tout à fait aberrantes. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est parce que la qualité de la donnée, elle est vraiment clé, c'est qu'on a des équipes de data science qui ont travaillé sur un modèle qui se remet à jour toutes les 2 heures, je crois, à peu près, pour en fait estimer la qualité de la donnée de chaque capteur. Et donc, on arrive à faire un grading de 0 à 1. Alors, 0 voulant dire la donnée est vraiment pas bonne, et 1, la donnée nous semble conforme, enfin, semble conforme à l'algorithme. Et donc, tout simplement, en virant les 10% de outliers, on arrive à avoir un signal tout à fait propre. Donc ça, c'est un point qui est vraiment super intéressant. Les data scientists qui ont bossé là-dessus ont fait du super bon boulot. Ça permet en fait d'avoir des dashboards où on n'a pas des consommations négatives ou des trucs qui sont complètement aberrants, quoi. Donc ça, c'est toujours clé. Et là, on l'a fait, voilà, on l'a intégré dans le produit digital. Après, des fois, on essaye aussi d'intégrer tous ces fils de data maturity en amont dans les sources, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas dit si on suivait avec de l'IoT parce que je ne le sais pas, mais j'ai répondu un petit peu quand même. J'ai une question plus sur la valeur finalement de tout ça, puisqu'on parle finalement de développement, d'investissement, de coûts, de formation. Donc, j'ai des questions autour du ROI. Quels sont les savings réalisés, le ROI sur l'implémentation de Dataiku? Ouais. On parle souvent dans l'industrie d'un potentiel de gain de 5 à 25% quand on utilise l'IA. Où en est Michelin à ce niveau-là? Ouais. Alors, donc, l'enjeu sur 10 ans, c'est de gagner 600 millions d'euros récurrents annuels, hors, donc ça c'est l'industrie 4.0, hors tout ce qui est automatisation, parce qu'on a aussi la mise en place d'AGV, de robotique, de transitique, etc. Donc ça, c'est à part. Sur ces 600 millions d'euros de gains, on a déjà fait plus d'un tiers. Voilà. Donc ça, je peux être très générique là-dessus. Bien sûr, on suit les notions de ROI. Je ne vais pas forcément faire état aujourd'hui, mais on le suit bien par usage. Pour être tout à fait transparent, il y a un point qui est compliqué, c'est toujours de suivre, c'est tout ce qui est usage citizen. Et donc, on est en train de travailler. On a un reporting en fait aujourd'hui qui sont validés par tous les business partner contrôleurs de chaque usine. En fait, dès qu'il y a un use case digital qui remonte, la personne qui gère les comptes, en fait, la finance de l'usine, valide les gains qui sont réalisés. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de faire le rapprochement entre ces gains qui sont mesurés en euros, enfin en dollars, etc. Et puis le coût de revient industriel sur les produits, hein, sur les pneumatiques qu'on peut fabriquer. Et donc, on va mettre un groupe de travail en place là-dessus, de se dire, en fait, tous les X millions là, que je viens de citer qu'on a gagnés, est-ce que vraiment ça se voit sur les indicateurs en fait, de nos usines, quoi. Ça, c'est un chantier qu'on va avoir cette année, quoi. Ça, c'était sur le ROI. Il y avait une autre question. Il me semble, il y avait deux. Il y avait une deux, ouais, c'était le gain. Donc, tu parlais le gain Ouais. estimé dans l'industrie de 5 à 25% quand on Ah. utilise l'IA. Eh ben, ça, c'est un bon point. Il y a des gains, en fait, on a beaucoup plus. Donc là, je peux vous donner quelques points qu'on a eu assez intéressants. C'est en fait, dès que on a des contrôles qualité qui sont très stricts et qu'on a des productions qui sont très dispersées et qu'on arrive à resserrer cette production parce qu'on met sous contrôle un paramètre du procédé ou une étape de fabrication autre, là, on peut faire des gains très importants qui peuvent même aller au-delà des 25% là, qu'on citait. Donc, enfin, ouais, on peut avoir des gains plus importants que 25%. Après, c'est sur un critère donné, hein, quand on garde tous les critères de maintenance, qualité, stock, etc. Voilà. Même si on fait 30% de gains sur un, il faut avoir 30% sur tous ces critères-là, quoi. Mais on a des use cases qui ont plus.
Et puis tu avais une question qui allait avec, c'était quels sont les impacts sur vos TRS et autres indicateurs de perf opérationnel. C'était un peu lié. Et ben ça, ouais, enfin, c'est-à-dire parce que on peut avoir des produits digitaux, par exemple, le produit qui nous permet de suivre la consommation d'énergie n'a pas d'impact sur le TRS, en fait, enfin, par nature. Après, on peut avoir des projets. Par exemple, là, on a un projet d'amélioration de la régulation avec un modèle d'IA qui nous permet de mieux piloter certaines de nos machines. Bah, là-dessus, on va à la fois diminuer les non-conformités et puis améliorer à la marge le TRS. D'ailleurs, le TRS, pour le coup, est amélioré uniquement à la marge. Voilà, donc je n'aurai pas de réponse générique là-dessus. C'est ce que je disais un peu en préambule. On suit les gains réalisés, validés par les business partners contrôleurs de chaque site. Par contre, aujourd'hui, on ne les a pas retranscrits pour l'intégralité de tous les usages qu'on a en TRS, en stock, etc. Ça, on l'a de manière ponctuelle, sujet par sujet. Ok, je crois qu'on est à peu près bon. Peut-être une dernière question qui est plutôt pour moi, je pense. Pour la partie GenAI, les use cases se limitent uniquement à la création de chatbots. Peut-on créer des architectures AI agent plus complexes avec des outils comme LangChain, LangGraph? Alors, dans Dataiku, on a donc ce qu'on appelle le LLM Mesh qui permet de se connecter à différents LLM providers, donc sont OpenAI, Mistral, GameFace et bien d'autres. On va avoir des services qu'on va appeler les LLM Guard Services qui vont permettre de s'assurer qu'on ne dépasse pas certains coûts, qu'on est en contrôle de ce qui est envoyé au LLM. Et puis après, on va avoir un certain nombre d'accélérateurs qui sont préconstruits par-dessus, qui vont permettre effectivement de faire des chatbots, qui vont permettre aussi de travailler sur les prompts qui sont envoyés au LLM. On va avoir également la capacité de créer des agents. Donc ça, c'est de nouvelles fonctionnalités qui sont dans Dataiku dans les dernières versions, avec l'utilisation de packages comme LangChain et LangGraph. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et c'est justement la direction qu'on imagine pour des entreprises de grande taille, c'est d'avoir des agents conversationnels qui vont interagir avec d'autres use cases qui sont déjà construits dans Dataiku, ce qu'on montrait précédemment, les use cases sur la compressed air prediction, parameter analyzer, qui vont interagir avec ces premiers use cases pour amener de l'information à des consommateurs à la fin et peut-être faire des actions par la suite. Et je crois qu'on est à peu près bon, sauf si j'ai oublié une question dans le chat. Et je crois qu'on a eu, si Aurore me confirme, on est normalement bon. Je vous remercie énormément pour toutes vos questions. C'était très engagé. C'était vraiment très intéressant comme question. Et merci encore Mathieu et Jérémy d'avoir participé pendant cette heure de discussion et ces échanges. Très intéressant. Et puis c'est très agréable de travailler au quotidien avec vous. Avec plaisir, merci. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Merci.